La bande de Gaza est en état de siège. On a 2 millions de personnes qui sont en état de siège total ou quasi total. S'il y a des bombardements massifs dans Gaza, il est impossible pour eux de s'enfuir. L'électricité, je crois qu'il n'y en a que 2 à 4 heures par jour et c'est extrêmement rationné. Il n'y a plus d'eau propre à Gaza depuis des années. Il faut savoir que le problème de l'eau à Gaza est très vieux. Déjà depuis 1996, on estime que l'eau est impropre à la consommation. Et depuis environ 2005-2006, l'eau est même impropre à l'agriculture. C'est-à-dire que l'eau qu'il y a à Gaza empoisonne les sols. Sachant également que l'eau de mer est tellement polluée qu'on a une multiplication ces derniers mois de gens qui meurent en allant se baigner. Alors, je m'appelle Taimour Ahmad, je suis un des membres fondateurs et également auteur de la revue Al-Rabita, donc qui est une revue, pour faire très rapidement, qui traite essentiellement de sujets historiques et politiques liés à la Palestine et au monde musulman. Le but de Al-Rabita, qui signifie le lien en arabe, étant de faire le lien entre la cause palestinienne et la communauté musulmane en France. Que se passe-t-il actuellement à Gaza ? On a une grosse montée de tension qui se traduit par des bombardements qui sont de plus en plus importants. Alors il faut savoir que la bande de Gaza est régulièrement bombardée par Israël, mais c'est plus les bombardements habituels, entre guillemets, si on peut se permettre de dire cette expression, sont plus des espèces de coups de semonce ou pour maintenir la tension. Là, on est dans une situation où il y a une réelle escalade militaire, où il y a des gens qui sont tués dans les bombardements, qui sont blessés. Et Israël vise sciemment des bâtiments civils, en sachant qu'il s'agit de bâtiments civils, en prétendant soi-disant qu'il y avait des militants du Hamas ou je ne sais quoi d'autre. C'est toujours de toute façon l'excuse habituelle. On a notamment un théâtre un centre culturel qui a été détruit, et un centre culturel, je crois un centre des Égyptiens de Gaza. Et il me semble que c'est depuis les manifestations de la marche du retour que ça a commencé. Effectivement, depuis que la marche du retour a été lancée, donc ça fait plusieurs mois maintenant, et qu'il y a eu, je crois, déjà près de 200 morts depuis le début de la marche du retour. Effectivement, ça a mené à une escalade progressive. Israël ne voulait pas qu'il y ait juste la marche du retour, c'est-à-dire que le problème de la marche du retour pour les Israéliens, c'est qu'on a des gens qui manifestent à la frontière, dans la ligne de démarcation, devant les barbelés, qui se font tirer dessus, qui se font massacrer. Et ça, c'est une très très mauvaise image pour Israël. Israël avait besoin que l'escalade aille plus loin. Donc, à partir d'un certain moment, Israël s'est mis à bombarder des positions pour pousser la résistance à répondre. C'est ce qui est à l'origine de cette escalade-là. Il est important de rappeler que la bande de Gaza est en état de siège. Donc, on a 2 millions de personnes qui sont en état de siège total ou quasi total. C'est-à-dire que s'il y a des bombardements massifs dans Gaza, il est impossible pour eux de s'enfuir. Que ce soit par terre ou par mer, l'Égypte bloque l'entrée à l'Égypte. Israël, évidemment, bloque l'accès. Et la mer, au niveau de la mer, c'est bloqué également. C'est-à-dire que même si on avait des gens qui voulaient fuir par la mer, d'ailleurs, il y a eu des tentatives, ces gens-là se font soit tirer dessus, soit arrêter. Donc on a un territoire qui est en état de siège. C'est pas juste un blocus, c'est un siège. Et une situation qui se dégrade énormément à tel point, malheureusement on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, que je pense sincèrement que si ça continue comme ça, on va inévitablement voir Gaza complètement sombrer, voire être anéanti du fait de la situation sanitaire catastrophique et de la situation sécuritaire et humanitaire qui est désastreuse. C'est-à-dire que la résistance tient bon, mais elle tient bon à un prix extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Par exemple, en termes d'électricité ou des besoins fondamentaux, qu'en est-il actuellement ? Rien n'est assuré. L'électricité, je crois qu'il n'y en a que 2 à 4 heures par jour, et c'est extrêmement rationné. Souvent, c'est même coupé complètement. Il faut savoir que l'autorité palestinienne de Ramallah, de Ramallah en Cisjordanie, participe à aggraver le blocus. Il y a des salaires qui ne sont pas payés. L'électricité ne parvient pas à la bande de Gaza. Il n'y a plus d'eau propre à Gaza depuis des années. Il faut savoir que le problème de l'eau à Gaza est très vieux. Déjà depuis 1996, on estime que l'eau est impropre à la consommation. Et depuis environ 2005-2006, l'eau est même impropre à l'agriculture. C'est-à-dire que l'eau qu'il y a à Gaza empoisonne les sols, donc empoisonne les récoltes, le peu de récoltes qu'il y a. Donc c'est une situation qui est très dangereuse, et d'ici 2020, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans, qui estimait que d'ici 2020, il n'y aurait tout simplement plus d'eau à Gaza. Et il n'y a aucun moyen à Gaza de désaliniser l'eau de mer, il n'y a pas la technologie présente sur place, qui est une technologie très onéreuse et coûteuse en énergie. Donc on ne peut même pas utiliser l'eau de mer. Sachant également que l'eau de mer est tellement polluée qu'on a une multiplication ces derniers mois des cas de morts de gens qui meurent en allant se baigner.
Donc même en allant se baigner dans certaines zones de Gaza, vous pouvez mourir en 2 ou 3 jours du fait de la surpollution des eaux de mer qui sont proches de Gaza. La mer Méditerranée n'a pas de marée. Donc l'eau, entre guillemets, stagne un peu autour de la côte. Donc la pollution qui est à Gaza, elle est extrêmement dangereuse. La seule eau qu'on trouve à Gaza, c'est une eau usée. C'est une eau usée qui est impropre à la consommation et à l'agriculture. Donc même au-delà de l'électricité, le simple fait que l'eau est quasiment absente de Gaza est une réelle catastrophe qui a diminué l'espérance de vie, qui tue des gens tous les jours. C'est-à-dire c'est pas que les bombardements qui tuent à Gaza, le siège a des réels impacts sur la population. On a une population aussi, on a la majorité des enfants qui sont en état d'insécurité alimentaire grave. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si les vivres sont coupés un certain temps, il peut y avoir une famine à Gaza, par exemple. Donc c'est une situation qui est très 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 dure. Il faut être extrêmement vigilant, renforcer le mouvement de boycott des produits israéliens, c'est important, parce que sinon on ne peut pas faire pression pour desserrer l'étau sur Gaza. Que penses-tu des polémiques sur la loi instituant Israël comme État-nation du peuple juif, introduisant un apartheid constitutionnel? C'est la suite logique, c'est pas nouveau, hein, ça fait des années qu'ils en parlent. En tout cas, on le voit comme quelque chose un processus normal. Je veux dire, le projet sioniste, c'est ça, c'est fonder un État-nation pour le peuple juif, enfin, ce qu'ils considèrent être comme le peuple juif. Cette loi n'est que la suite logique du projet. Le projet sioniste, en fait, ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire, c'est pas en 1948 la création de l'État d'Israël et ça y est, le projet sioniste a abouti. Non, il n'a pas abouti. Le projet sioniste est encore un projet inachevé. Il a besoin d'avoir plus de terres. Il a besoin d'affirmer beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus importante et forte, la judéité de cet État. Donc c'est un projet qui est encore en cours de construction. Donc concrètement, c'est la suite logique des choses. C'est la suite logique. Et les Arabes qui vivent là-bas seront de plus en plus mis de côté. Exactement. Alors concernant la situation des Arabes d'Israël, alors c'est difficile de les qualifier. On dit les Palestiniens de l'intérieur, les Arabes d'Israël, etc. Donc, qui sont des Palestiniens, pour rappel, hein, qui lors des grands exodes et des massacres et de déportation de population en 1948, ce sont des Palestiniens qui sont restés en Palestine même. Ils n'étaient que 100 000 il y a 70 ans. Aujourd'hui, ils sont à peu près 1,5 million. Voilà. Ils constituent à peu près 20% de la population de ce qu'on appelle l'État d'Israël. Et cette population-là, à ses débuts, elle était extrêmement discriminée. Elle avait extrêmement peu de droits. Ils ont mené des luttes, ils ont réussi à acquérir certains droits. Et en fait, aujourd'hui, le danger pour eux, c'est que beaucoup des droits qu'ils ont réussi à obtenir dans la société israélienne vont être remis en cause et sont remis en cause petit à petit. Donc effectivement, c'est une communauté qui est en grand danger. On a des politiciens israéliens qui n'hésitent pas même à parler d'expulsion ou à parler d'échange de territoire ou à faire une ghettoisation des Palestiniens d'Israël. Un exemple récent, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, il y a eu un grand projet de nettoyage ethnique dans le Naqab. Donc le Naqab, c'est le sud de la Palestine, actuellement donc occupé par Israël. Donc c'est une grande zone désertique où vivent des dizaines de milliers de bédouins, à peu près 100 000, 200 000 bédouins palestiniens. Et Israël avait un projet qui était d'en déporter 40 000 à 70 000 pour les mettre dans des espèces de ghettos. Et donc les arracher à leurs terres, les arracher à leur mode de vie traditionnel et les mettre dans des ghettos pour pouvoir construire des colonies dans cette région-là. Ce projet, fort heureusement, n'a pas fonctionné, mais les expulsions dans le désert continuent. Et les destructions de villages continuent. Donc cette population se voit menacée à différents endroits et à différents moments. Et effectivement, leur situation ne va aller qu'en empirant si ça continue comme ça.